Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou même un simple merci. Tout cela pour me rendre plus visible sur les plateformes. Donc c'est très important pour moi, surtout suite à la suppression de ma chaîne par YouTube, Analyse du Monde, qui maintenant s'appelle sur YouTube Réinformation sur le monde. Je vous remercie beaucoup pour cela, c'est très important pour moi. Et pour ceux qui veulent m'aider un petit peu plus, un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci beaucoup de votre soutien, Analyse du Monde. Donc là, la vidéo, c'est le point sur l'Ukraine du 30 avril 2023 avec comme titre la énième offensive annoncée de l'armée ukrainienne. Mais cette fois, d'après le Pentagone, promis juré, c'est pour très bientôt. On ne sait pas quand. Tout le monde dit en tout début d'été ou même un petit peu avant. Bon, nous verrons bien. Donc comme d'habitude, cette vidéo est en deux parties. Nous avons les informations générales qui vont se terminer par une petite conclusion et après la carte militaire. Donc on va commencer par les informations générales. Donc le week-end du 22 et 23 avril, il y a eu une offensive désespérément faite par les forces ukrainiennes dans Bakhmout. Apparemment, ce serait la dernière, puisqu'après, ce ne serait plus possible. Et cette dernière offensive désespérée donc, s'est révélée bien évidemment un échec. Et d'après Wagner, il y aurait eu 400 000 soldats tués en 2 jours, donc samedi et dimanche. Le chiffre est peut-être exagéré, c'est Prigojine qui l'a annoncé, mais pourquoi pas, puisque apparemment c'était une vraie offensive ukrainienne, à mon avis la dernière. Peut-être que c'est vrai qu'il y a eu 4000 soldats tués, c'est ce qu'a annoncé Prigojine, peut-être est-ce exagéré, on ne le saura jamais. Mais en tous les cas, il y a bien eu une offensive ukrainienne à Bakhmout, dans l'ouest de Bakhmout, et effectivement, cela a été prouvé, ils se sont fait annihiler. Comme prévu, de toute manière, il ne pouvait pas en être autrement. Le 24 avril, il y a eu une attaque de 3 drones marins, donc c'est des petits bateaux chargés d'explosifs contre le port de Sébastopol en Crimée. L'attaque de drones fut un échec total et aucun n'ayant même pas pu approcher le port. Ils se sont fait détruire avant d'entrer dans le port où étaient stationnés des bateaux militaires russes. Apparemment, d'après les rapports que j'ai lus, ce sont les Anglais, encore une fois, qui seraient derrière cette attaque, et non pas les Ukrainiens, dans le sens que ce sont les Anglais qui auraient fourni les drones marins et qui auraient supervisé la mission. Encore une fois, rien d'étonnant, ce n'est pas la première fois. On peut noter que les attaques de drones contre la Russie et précisément la Crimée ont été de plus en plus intensives. Et d'après The Guardian et Politico, donc les deux grands journaux occidentaux, d'après ces deux journaux, donc Guardian et Politico, ils ont remarqué que le brouillage effectué par les systèmes antiaériens russes sont de plus en plus efficaces, tandis que les attaques de drones, pourtant de plus en plus nombreuses côté ukrainien, ne font plus aucun dégât, même mineur. Bon, ça c'était ce qu'annonçait le Guardian et Politico avant la toute dernière attaque qu'il y a eu avant-hier sur la Crimée contre donc un dépôt de pétrole. J'y reviendrai. Le 27 avril, attaque massive de missiles la nuit par la Russie, alors que les médias disaient encore que les Russes manquaient de missiles pour la milliardième fois. Ouais, les médias, comme ça faisait environ un mois qu'il n'y avait plus d'attaques massives, systématiquement,
Dès qu'il n'y a plus d'attaque massive, les médias disent que les Russes manquent de missiles. Ils ont encore fait ce genre de remarques. Au moment où ils disaient cela, bah, il y a eu une attaque massive. Alors les deux endroits les plus touchés, c'était la région de Ouman, et principalement la ville d'Ouman, et la région de Mykolaïev, qui fut les villes et les régions les plus touchées. L'attaque a fait en tout environ 26 morts. Après, sous les décombres, on peut en découvrir d'autres. Donc, cette attaque massive de missiles a pu être possible à cause des systèmes antiaériens ukrainiens qui sont maintenant totalement épuisés. Apparemment, il leur reste presque plus aucun missile. Et les Ukrainiens attendent toujours les missiles promis de l'Union européenne et surtout des États-Unis. Apparemment, ils sont en chemin. Bon, maintenant, il faut qu'ils arrivent à Ramstein, la base militaire de Ramstein en Allemagne, puis qu'ils arrivent en Pologne, et enfin de Pologne, qu'ils arrivent sur le front. C'est un long chemin. Le samedi 29 avril, tôt dans la matinée, un drone ukrainien a pu passer et a fait exploser un dépôt de pétrole à Sébastopol en Crimée, causant une énorme fumée toxique, selon le gouverneur de Crimée, Mikhaïl Rozvozaïev. C'est un revers important pour la Crimée. Et d'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi. Là par contre, faute des Russes, c'était un dépôt pétrolier en Crimée, en plus à Sébastopol. Comment ça se fait qu'il n'ait pas été gardé par des systèmes antiaériens? Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y avait des systèmes antiaériens, mais qu'un drone a quand même fini par passer, puisque de toute manière, comme vous le savez tous, un système antiaérien ne veut pas dire 100% protection. Il peut y avoir une malfonction ou quelque chose dans ce genre. Donc un drone peut passer, et fait qu'il y a toujours un pourcentage de chances qu'il passe. Et comme je vous l'ai annoncé précédemment, les attaques de drones en Crimée par les Ukrainiens sont de plus en plus intensives. Alors à 95%, tous les drones sont arrêtés, voire même plus, puisqu'il y a eu, malgré les dizaines d'attaques de drones, je dis bien les dizaines, hein, depuis ces derniers mois sur la Crimée, presque tous ont été arrêtés. Les petits qui n'ont pas pu être arrêtés ont fait des dégâts vraiment très mineurs. Là, un drone est passé, il a fait de gros dégâts, puisque c'est un dépôt de pétrole à Sébastopol. Donc ça, c'est un gros revers pour la Crimée. Mais bon, évidemment, rien de si important que cela change le cours de la guerre, bien sûr. Des attaques ont été faites sur les petites îles de Kherson, sur le fleuve Dniepr, et ces attaques durent depuis plusieurs semaines, des petites offensives. Mais là, dernièrement, il y a eu une offensive ukrainienne qui ont essayé de prendre une bande de terre qui est sur le Dniepr, puisque sur le Dniepr, près de la ville de Kherson, il y a des bandes de terre au milieu du fleuve. Et donc il y a eu trois petits bateaux qui ont été sur une bande de terre, et sur ces trois petits bateaux, d'après les rapports télégrammes que j'ai eus, il y aurait eu 30 soldats d'élite qui auraient essayé de s'installer sur une bande de terre afin de préparer une attaque plus massive côté est du Dniepr, c'est-à-dire côté russe. Voilà. Et donc ils y sont installés, mais ils ont été vus par un drone militaire russe, et bien entendu ils ont été immédiatement détruits par l'artillerie russe. Alors comme c'est la énième offensive de ces bandes de terre côté ukrainien, et qu'à chaque fois ils se font détruire, là en plus ils auraient perdu 30 soldats d'élite, peut-être d'ailleurs pas tous ukrainiens, peut-être américains, anglais, polonais, on ne sait pas, mais en tous les cas, là c'est encore un gros revers côté ukrainien. Je ne comprends pas pourquoi ils s'obstinent. La scène a été filmée, on peut la voir sur Telegram,
Tout le monde en parle, donc c'est bien connu. Je ne comprends pas pourquoi ils insistent. C'est vraiment, ils tentent leur chance, mais de manière grotesque. Franchement, je ne comprendrai jamais, puisque ça fait 8-9 mois que je vous dis que je ne comprends pas la stratégie ukrainienne de faire des petites offensives comme ça, qui ont été toutes vouées à l'échec sans exception, mais ils continuent. C'est incompréhensible. Mais bon, c'est comme ça, c'est les Ukrainiens, ou c'est le Pentagone qui leur dit continuez pour la com internationale, il faut que vous fassiez des offensives, même si c'est perdu d'avance. Tout ça pour la com, pour dire regardez, les Ukrainiens, on essaye, hein, on essaye. Hein. Bon. Et en attendant, c'est des Ukrainiens qui meurent, quoi. Ougledar, la ville au sud de Donetsk, qui est maintenant massivement bombardée, ainsi que beaucoup d'autres endroits, mais Ougledar étant une forteresse importante, donc cela montre que les systèmes antiaériens d'Ougledar sont maintenant épuisés, il n'y a plus rien. Donc Ougledar se fait bombarder par des bombes FAB de 500 kg. Un peu comme Avdiivka, sauf qu'Avdiivka, c'est des bombes d'une tonne 5. Donc voilà, voilà, ça va être fini pour Ougledar. Alors normalement, devrais vous en parler dans la carte militaire. Là, je vous en parle de Ougledar, donc qui est au sud de Donetsk, parce qu'il y a eu vraiment un bombardement massif ces derniers jours sur Ougledar, ce qui montre l'épuisement total des forces antiaériennes ukrainiennes. Et donc là, on atteint un point de basculement. L'Ukraine aurait reçu un deuxième système Patriot venant d'Allemagne. Je dis bien aurait reçu, puisque là, il n'y a que tout dernièrement que le système Patriot venant des États-Unis est arrivé, alors que les médias nous disaient depuis des semaines qu'il était arrivé, et c'était faux. Le premier système Patriot américain venant des États-Unis, en fait, n'était pas arrivé. Il n'est arrivé que ces derniers jours, ou il y a environ une semaine. Voilà. Donc les médias nous ont menti pendant des semaines. Ça, c'est encore une fois pour la communication mondiale. Voilà. Donc là, on nous apprend que le système patriote allemand, donc ce serait les Allemands qui l'auraient fabriqué, donc un vrai système patriote, mais de fabrication allemande. Je vous rappelle qu'il y a 3 pays dans le monde qui peuvent fabriquer des patriotes. Alors sous licence américaine, bien sûr, donc il y a les États-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas. Hein. Voilà, les Pays-Bas, eux aussi, vont envoyer un système patriote. Quand, on ne le sait pas. Donc là, les médias disent que le système patriote allemand est arrivé en Ukraine. Est-ce vrai maintenant? C'est pour ça que je dis aurait. Nous verrons. Aussi, l'Ukraine a reçu un système Hawk. Donc un système Hawk, c'est un système antiaérien très perfectionné. Bon, un petit peu moins perfectionné que le système Patriot, mais il est très efficace. Mais le problème, ils ont reçu un système Hawk, mais le système Hawk n'avait pas le radar adéquat, la batterie était morte, ce qui fait qu'il était inopérant. Alors, les Ukrainiens sont en manque de système antiaérien et on leur envoie un gros système antiaérien très important avec un radar inadéquat et une batterie morte. Les Ukrainiens ont hurlé. Ils ont hurlé. Et c'est le ministère de la Défense qui a hurlé en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. C'est pas possible. Après les chars occidentaux envoyés, dont une bonne partie n'était pas fonctionnelle parce que la maintenance n'était pas terminée, je vous l'ai dit dans le précédent point sur l'Ukraine. Là, on a un système Hawk envoyé qui est même pas fonctionnel. Donc ils étaient mais dégoûtés, les Ukrainiens. Et ce genre de boulette semble se répéter puisque les Ukrainiens ont reçu des MiG-29 venant de Pologne et de Slovaquie. Et les MiG-29 venant de Pologne et de Slovaquie, en fait, ils ne sont pas eux aussi vraiment fonctionnels. Il manque des pièces détachées, donc les Ukrainiens attendent les pièces détachées. Le problème, c'est que les pièces détachées de Pologne et de Slovaquie ont déjà tout été utilisées. Donc là, il faut que la Pologne et la Slovaquie en refabriquent.
Ça va prendre du temps. Donc les Ukrainiens sont doublement dégoûtés. Alors, de plus, les véhicules sur roues antiaériens 9K33 OSA, donc OSA ça s'écrit OSA, ukrainien. Donc je répète, les véhicules sur roues antiaériens 9K33 OSA ukrainiens n'ont plus de missiles. Ce qui est un système très très important pour les Ukrainiens, puisque je vous ai dit que les systèmes antiaériens ukrainiens sont à la ramasse, dans le sens leurs systèmes les plus importants, c'est-à-dire les systèmes S-300 et Buk. Buk, ça s'écrit B-U-K. C'est les systèmes antiaériens les plus importants. Donc eux sont épuisés. Et en plus, même leurs véhicules antiaériens n'ont plus de missiles, comme les systèmes OSA ukrainiens. Ce qui est un énorme problème et montre bien là l'insuffisance de munitions antiaériennes pour les Ukrainiens. C'est extrêmement grave côté ukrainien. D'ailleurs, bon, d'où le titre, la énième annonce d'offensive ukrainienne, mais qui n'arrivera peut-être même jamais. Un drone a été envoyé par l'armée ukrainienne pour tuer Poutine en Russie, mais il a été détruit à 20 km de l'endroit où il se trouvait. Ouais, donc les Ukrainiens ont tenté le tout pour le tout en faisant un drone qui devait assassiner Poutine. Imaginez-vous si le drone avait réussi sa mission. Imaginez-vous. Eh bien pour moi, cela aurait été une bonne excuse pour les Russes de lancer une attaque vraiment terrible contre l'Ukraine, voire les États-Unis, qui sait, peut-être une troisième guerre mondiale. En tout cas, on ne le saura jamais, bien sûr. Stoltenberg, le chef de l'OTAN, dit que 98% des armes promises à l'Ukraine ont été livrées. Sachant qu'en février, d'après les rapports qui ont fuité, le Pentagone disait que l'état de l'armée ukrainienne était catastrophique à tous les niveaux. Munitions, missiles, véhicules blindés, tanks, système anti-aérien et même le moral des troupes, hein, pour ajouter une autre petite touche intéressante. Donc, et là, en 2-3 semaines, tout a changé. 98% du matériel promis a été livré. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il entend par matériel promis? Parce qu'il dit matériel promis suivant ce qui a été décidé entre le Pentagone et l'Ukraine. Alors bon, c'est sûr que si le Pentagone promet 10% de ce que voudrait en réalité l'armée ukrainienne et qui dit bah nous on a donné le matériel promis, hein. Voilà, bon si c'est que 10%, je dis n'importe quoi mais c'est une image. Si le Pentagone dit bon tu veux 300 chars, bah au final je vais t'en donner 30, on est bien d'accord là-dessus? Ouais on est d'accord, ok je t'en donnerai 30. Voilà, si c'est comme ça que ça marche, oui on comprend que 98% du matériel a été livré. Parce que c'est ça officiellement. Bon, évidemment, c'est de la communication pure et dure. Et quand il dit 98%, ce n'est pas de ce que voudrait l'armée ukrainienne, bien entendu. Ce serait trop beau. Donc tout ça est grotesque, bien entendu. Alors, il y aurait pu y avoir une vraie guerre le 24 février de cette année 2023. Pourquoi ? Ben parce que des documents ont fuité du gouvernement américain, toujours, hein, les fameux documents qu'ont fuité sur Discord grâce à Jack Texera, le jeune soldat de 21 ans. On apprend que, parmi tout un tas de révélations, que les généraux ukrainiens étaient en train de préparer une attaque majeure au milieu de la nuit directement sur Moscou pour le 24 février. Et on apprend dans ces documents qu'on fuitait, eh bien que cette attaque massive, évidemment en relation avec les États-Unis, puisque les Ukrainiens sont obligés d'en référer au Pentagone, puisqu'ils ne font rien sans l'aval du Pentagone, puisque évidemment ce n'est pas les Ukrainiens eux-mêmes qui pourraient faire cette attaque. Donc ils ont demandé au Pentagone, avec force, de faire cette attaque massive.
Et le Pentagone et la Maison-Blanche, ça c'est bien précisé, c'est-à-dire et la Maison-Blanche ont dit non, vous ne ferez pas cette attaque massive sur Moscou parce que ça pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Donc vous voyez à quel point les Ukrainiens, donc Zelensky et les généraux, sont à fond pour attaquer la Russie, ils sont en mode panique. Vraiment en mode panique. Je vous laisse voir les deux petites coupures de journaux du Washington Post qui vous montrent cela parce que c'est en lisant le Washington Post que je l'ai découvert. Donc je vous laisse voir ça. Alors bon, heureusement que le gouvernement américain, par le Pentagone et la Maison Blanche, a eu un éclair de lucidité pour arrêter ce symbole fort hein, pour l'armée ukrainienne, puisque l'armée ukrainienne voulait faire un gros symbole en frappant massivement Moscou à la date anniversaire du 24 février, donc la date de l'invasion russe, afin de marquer les esprits, voilà, et de terrifier la Russie. Heureusement, voilà. Bon, alors évidemment, le Pentagone et la Maison Blanche, en plus, bon, ont le cul entre deux chaises, pourrait-on dire, puisque d'un autre côté, ils poussent à la grande offensive ukrainienne parce qu'ils en ont marre là. Ça commence à être un peu trop long côté occidental, cette offensive, et on a vraiment l'impression qu'ils veulent se débarrasser de l'Ukraine, hein, vraiment. Mais quand même, ils veulent pas que le gouvernement ukrainien, entre-temps, dérape trop et fasse une énorme bêtise qui pourrait changer la face du monde, dans le pire bien sûr. Donc ils essayent de contrôler le gouvernement ukrainien. Heureusement que le gouvernement ukrainien ne peut strictement rien faire sans l'aval du Pentagone, heureusement, parce que sinon cela aurait pu être catastrophique. Alors on apprend que des munitions à l'uranium appauvri ont été finalement livrées par l'Angleterre. Donc l'Angleterre en plus annonce toute fière qu'elle livre des munitions à l'uranium appauvri à l'Ukraine, bon, malgré les hurlements de la Russie, bien sûr. Donc elle les livre et elle ajoute publiquement, très officiellement, qu'elle ne serait pas responsable de l'utilisation de l'uranium appauvri par les soldats ukrainiens. Donc elle se dédouane de cela, comme si le monde allait les dédouaner d'avoir donné de l'uranium appauvri à l'Ukraine. Comme si les gens du monde allaient être assez bêtes pour avaler cette couleur dans le sens ah bah comme ils ont dit qu'ils se dédouanaient, eh bien si les Ukrainiens l'utilisent, ce sera pas la faute de l'Angleterre, mais uniquement de l'Ukraine, uniquement, bien sûr. Ça, c'est l'Angleterre, hein. Ils sont devenus bellicistes à fond. Ils ont la bave aux lèvres, hein, les Anglais, hein. Faut pas l'oublier, hein. On se demande pourquoi. En tout cas, c'est une véritable honte, mais vraiment, c'est outrageant. Alors, qu'en est-il de l'offensive ukrainienne? Eh bien, moi, les dernières nouvelles, le New York Times dit qu'il y aurait 12 brigades de prévues, sachant que chaque brigade représenterait 4000 hommes, c'est-à-dire 48 000 hommes. Alors comment le New York Times sait tout cela et pourquoi il a dévoilé tout cela au public? Alors bon, c'est fait pour la communication bien sûr, et il faut savoir que le New York Times est un élément de propagande de la CIA et du gouvernement américain, bien sûr, même si des fois il lance une petite boulette comme ça, un peu contre le gouvernement US, pour dire, eh, regardez, vous avez vu comment on fait bien semblant d'être indépendant quelquefois. Je dis bien quelquefois, hein, parce que la propagande est énorme, ça ils sont obligés, mais quelquefois ils balancent des petites boulettes comme ça pour faire style, regardez, on est un journal indépendant, hein. Bon, évidemment, c'est complètement ridicule. Donc le New York Times qui annonce exactement le nombre d'hommes pour la grande offensive, que ce serait dans la région de Zaporozhye. C'est limite s'il ne donne pas la date, hein. Donc c'est totalement ridicule, bien évidemment. Donc on n'annonce pas une grande offensive d'ailleurs. En plus, les Russes sont archi préparés. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, mais ça n'engage que moi.
Je pense que c'est une stratégie ukrainienne à ce niveau-là. Quoi, ukrainienne, états-unienne pour être plus précis. Dans le sens que, en fait, les Ukrainiens savent très bien que les Russes attendent la fameuse grande offensive. Et moi, mon avis, c'est que, en fait, les Russes, eux, ils attendent la grande offensive. C'est-à-dire, eux-mêmes ne bougent pas parce qu'ils attendent la grande offensive ukrainienne afin que les Ukrainiens s'empalent sur leur terrible défense. Et une fois que les Ukrainiens ont été bien évidemment totalement détruits par les Russes, là, les Russes feraient leur grande offensive à eux. Et donc les Ukrainiens, en fait, font un peu mariner les Russes en leur disant ouais, il y aura une offensive, il y aura une offensive, offensive qui vient jamais, ce qui permet aux Ukrainiens d'avoir de plus en plus de munitions américaines et de se renforcer, avoir le temps de se renforcer, évidemment dans l'angoisse que les Russes attaquent entre-temps. Vous voyez, donc c'est un jeu subtil. Donc les Russes, eux, attendent la grande offensive pour qu'elle se fasse détruire sur leur défense pour que eux puissent ensuite attaquer. Et les Ukrainiens, sachant cela, eh bien, eux n'arrêtent pas de dire hey, on va faire une grande offensive, on va faire une grande offensive, alors que ce n'est pas vrai, puisqu'ils sont complètement à la ramasse. Dixit les documents qui ont fuité du Pentagone. Donc, étant complètement à la ramasse, ils balancent ça afin que les Russes, entre-temps, ne bougent pas. Comme ça laisse le temps aux Ukrainiens de s'armer à nouveau, pour vraiment faire plus tard une véritable grande offensive. Ce n'est que mon opinion. Mais c'est tout à fait possible, puisque c'est pas dans la stratégie russe militaire, ça s'est déjà fait, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une stratégie russe, on va dire, typique. Ça m'étonnerait pas que les Russes, eux, l'attendent. Et, et attendent peut-être en vain. Ça se trouve, il n'y aura peut-être jamais de grande offensive ukrainienne. Donc, à un moment, les Russes en auront marre, je suppose, et feront leur grande offensive à eux. Bon, tout ça, c'est que des hypothèses, hein, évidemment, on ne saura jamais. Alors, j'ai lu un article du Guardian du 24 avril que j'ai trouvé choquant. Je vais vous mettre le lien dans la description parce que si je vous le dis, vous n'allez pas me croire. Donc, je vous mets le lien dans la description de cet article du Guardian. Ce journal ose dire que les Ukrainiens russophones seraient contents de ne plus parler leur propre langue en Ukraine. Donc je parle bien d'Ukrainiens russophones, c'est-à-dire qu'ils parlent russe dans leur foyer. Eh bien, le Guardian a fait un article, ils sont allés en Ukraine, ils ont demandé à tout un panel d'Ukrainiens russophones en leur disant est-ce que vous seriez prêt à abandonner le russe, qui est votre langue maternelle, hein, pour ne parler que l'ukrainien à cause de l'invasion russe et qu'il serait donc plus éthique pour vous de plus parler le russe? Eh bien, d'après le Guardian, tous les Ukrainiens russophones qu'ils ont interrogés ont dit oui, en masse. Oui, ah ouais, on est prêt à ne plus parler russe dans notre foyer, même plus jamais, dans toutes les occasions. Tout ça pour être du côté ukrainien et contre les Russes. Voilà, parce que moralement, c'est ce qu'il faudrait faire. Voilà ce qu'ose dire l'article du Guardian. Alors, je vous mets l'article, lien dans la description. C'est tellement une propagande à vomir. Quoi, c'est choquant, c'est choquant. Quoi, de la part du Guardian, c'est pas très étonnant, mais quand même, il y a des limites. Il y a des limites. Mais non, non, ils le franchissent allègrement. Eux, ils passent le Rubicon sans problème. Eux, ils font des allers-retours avec le Rubicon. Il n'y a aucun problème, hein. Alors, il n'y a pas que. Il y a le Daily Telegraph aussi qui a dit d'énormes bêtises comme ça aussi. Mais bon, voilà, je tenais à le dire tellement c'est honteux quoi, au niveau de la propagande. Alors, au sein de l'Union européenne et à Washington, on parle de plus en plus de l'OTAN, qui serait déployée dans le monde comme une force pour la démocratie et la liberté. Donc Washington et l'Union européenne, je répète, parlent de plus en plus de transformer l'OTAN
en une force internationale armée qu'il pourrait déployer à loisir n'importe où pour faire respecter la démocratie et la liberté. Vous voyez ? Sachant que l'OTAN, qui est la force transatlantique pour normalement contrer une éventuelle menace soviétique, aurait déjà dû disparaître en 1991. En 1991, l'OTAN, normalement, ne devrait plus exister. Et pourtant, elle a continué à exister, évidemment sous pression américaine. Vous imaginez un peu ce que l'Union européenne et Washington pensent faire? Vous imaginez un peu leur projet? Donc l'OTAN, normalement, qui devrait se focaliser sur l'Europe pour contrer une éventuelle menace soviétique à l'époque et russe maintenant, eh bien là, ils envisagent d'en faire une armée internationale. Voilà. Alors évidemment, c'est ce qu'ils ont toujours voulu faire. Et les Américains, eux, c'est ce qu'ils font. Depuis des décennies déjà. Mais de manière totalement illégale. Ils bafouent toutes les résolutions de l'ONU. Bref, ils bafouent toutes les lois internationales comme ils le font en Syrie de manière absolument honteuse. Et là, ils veulent faire ça. Vous voyez? Ça montre bien que le nouvel ordre mondial est en train de se mettre en branle. Vraiment, c'est l'Occident contre le reste du monde. Ensuite, on a Dimitri Medvedev qui a menacé d'arrêter l'accord sur les céréales de la mer Noire qui doit expirer en mai si les pays du G7 décidaient d'arrêter les exportations vers la Russie et de continuer les sanctions contre la Russie qui ralentissent considérablement ses exportations de denrées alimentaires et d'engrais vers l'Europe. Le G7 envisage en effet l'arrêt total des exportations vers la Russie, donc ce qui est ridicule, car les États-Unis et l'Europe dépendent totalement de la Russie dans bien des secteurs, donc cela s'apparente à une sorte de suicide collectif planifié de l'Occident. Encore une fois, vous allez me dire, c'est comme les fameuses sanctions contre la Russie. Donc Dimitri Medvedev a menacé, mais bon, d'arrêter les accords sur les céréales de la mer Noire, puisque l'Union européenne a énormément besoin des céréales de l'Ukraine, bien sûr. Donc, bon, bref, et même de la Russie d'ailleurs, bien évidemment, mais bon, c'est comme ça. Autre nouvelle, pour la énième fois, certains généraux européens et américains de tous bords se plaignent de leur stock d'armement respectifs. Le plus bruyant pour le moment serait les Allemands, les généraux les plus bruyants pour le moment seraient les généraux allemands et les généraux anglais. Côté occidental, les problèmes de munitions en obus, en missiles et en nombre de tanks ainsi qu'en véhicules blindés est un énorme problème et il précise ces généraux que ce n'est pas un problème d'argent, mais c'est un problème du complexe militaro-industriel qui est trop faible. Donc on apprend dans certains articles occidentaux, de journaux occidentaux, que ces généraux disent que c'est pas un problème d'argent, c'est un problème que le complexe militaro-industriel européen et américain, bon là pour le coup européen parce que c'est les Allemands et les Anglais qui se plaignent le plus, est tellement à la ramasse, il a tellement été détruit avec les années que maintenant en gros il faudrait tout refaire. Donc là ils s'en plaignent parce qu'ils peuvent créer des obus, des missiles, des tanks ou des véhicules blindés qu'au compte-gouttes. Donc là ils se plaignent. Voilà. Alors ça c'est important à dire quand même. Évidemment, bon ça peut redondant par rapport à une vidéo que j'ai déjà faite, mais il y a un détournement d'aide américaine qui a été faite par Zelensky et son gouvernement selon Seymour Hersh pour un montant minimum de 400 millions de dollars. Je vous mets quand même le lien dans la description du Daily Telegraph qui parle de cet article de Seymour Hersh. Voilà, même si j'ai déjà fait une vidéo là-dessus il y a peu de temps. Les journaux occidentaux, BBC, New York Times et d'autres
pensent que l'offensive ukrainienne porte un grand espoir. Et ils ajoutent que les Russes sont en panique et qu'ils manquent de munitions et de missiles, que leur matériel tombe en panne et sont démoralisés. Ça, ce sont les derniers articles de la BBC du New York Times. Alors vous voyez, ce sont de gros médias pourtant internationaux. Bah, ils continuent dans leur propagande ridicule. Pour prouver leur dire, on voit dans les médias les Russes renforcer la centrale de Zaporijie. Et effectivement, les Russes ont renforcé la centrale de Zaporijie. Alors qu'en réalité, les Russes craignent tout simplement des actions désespérées des Ukrainiens qui attaqueraient la centrale de Zaporijie encore. N'oublions pas que fut un temps, l'armée ukrainienne bombardait la centrale de Zaporijie tous les jours et cela a duré pendant plus de 4 mois et demi. À un moment donné, ils ont arrêté faute d'artillerie. Mais ils n'arrêtaient pas de bombarder. Et là, les Russes craignent une action désespérée. N'oublions pas récemment que les généraux ukrainiens voulaient faire une attaque massive sur Moscou le 24 février. Ils en ont été empêchés par le Pentagone et la Maison-Blanche. N'oublions pas le drone qui a été arrêté à 20 km de là où se trouvait Vladimir Poutine, donc pour faire un assassinat sur Vladimir Poutine directement. N'oublions pas les attaques terroristes du pont de Kerch. N'oublions pas l'attaque terroriste absolument horrible et honteuse, scandaleuse de Daria Dugina. N'oublions pas cela. Donc vous voyez que les Ukrainiens, eux, sont très forts pour les attaques terroristes. Ah, les attaques terroristes, ça, oui, ça, ils savent faire. Quoi, ils essayent de le faire, tout du moins. Donc, et puis, n'oublions pas l'attaque dans l'événement, là, le blogueur russe là, qui a été tué par une statuette remplie d'explosifs, fait par une Russe pro-ukrainienne. N'oublions pas, voilà, ce dernier événement que j'allais oublier. Donc, les attaques terroristes, ça, oui. Comme les Ukrainiens sont complètement à la ramasse sur le terrain militaire, bah, ils essayent des attaques terroristes de tous bords. Donc oui, voilà pourquoi les Russes renforcent la centrale nucléaire de Zaporijie. Bien sûr, on ne sait jamais avec les Ukrainiens. Et BBC, New York Times principalement, nous annonce que les Russes sont en panique à l'annonce d'une grande offensive ukrainienne. Non mais vous vous rendez compte un peu de la propagande ? Comme si les Russes allaient être en panique, eux qui sont ultra préparés. On atteint le sommet du ridicule. Et pareil, on pensait qu'ils allaient arrêter là, les Occidentaux, quoi, les médias occidentaux, de dire que les Russes manquaient de missiles. Ils disent ça et hop, il y a une nouvelle attaque massive sur l'Ukraine de missiles. Voilà, une attaque extrêmement massive qui a fait environ 26 morts côté ukrainien. Voilà. Donc ils n'ont pas peur d'être ridicules à chaque fois. Ils annoncent plus de missiles et juste après, les Russes font une attaque massive. Mais ils n'ont pas peur du ridicule, hein, ils continuent. Et là, ils osent dire que les Russes sont en panique et démoralisés suite à l'annonce de la future grande offensive ukrainienne qui va bientôt arriver. Ah ouais, ils s'arrêtent à rien. Les médias ne s'arrêtent absolument à rien. Donc ma conclusion, bah rien ne change et tout continue comme d'habitude, voilà. La logique des États-Unis est toujours aussi absurde en armant et finançant l'Ukraine du mieux qu'ils le peuvent, tout en demandant formellement à Zelensky de faire des négociations avec Poutine, car oui, ils osent aussi demander à Zelensky de faire des négociations avec Poutine, parce qu'il y a une probabilité non nulle que l'Ukraine perde la guerre. Ça, c'est officiel ce que je vous dis, hein. Donc vous voyez un peu les signaux complètement contradictoires que donne l'Occident. Vous voyez ? Faut pas oublier que Scholz et Emmanuel Macron ont demandé il y a quoi, 2 semaines, 3 semaines, à Zelensky de commencer à négocier avec Vladimir Poutine. Scholz et Emmanuel Macron. Voilà. Il y a aussi la Maison-Blanche qui a demandé, mais plus anciennement. Donc vous voyez tous les signaux contradictoires. C'est n'importe quoi, n'importe quoi.
Donc voilà. Car en fait, donc là je finis, donc c'est suite à un article que j'ai lu. C'est en fait les États-Unis demandent à Zelensky là une porte de sortie en cas de victoire russe sur le terrain. Vous voyez? L'Occident continue de vouloir une guerre à tout prix avec la Russie alors que tout le monde sait que cela ne pourra pas continuer jusqu'à la fin de l'année car le seuil critique de cette guerre est en train d'arriver rapidement. En effet, là les forteresses d'Ougledar, Marinka, Avdiivka, Bakhmut, Siversk et Kupiansk sont en train de tomber. Là, au moment où je vous parle, je vais mieux vous en parler pendant la carte militaire. Donc ça y est, là c'est la fin pour ces fameuses forteresses. Et elles vont tomber presque tout en même temps. Presque tout en même temps. Voilà. Donc quand toutes ces forteresses seront prises, dont on parle tout le temps dans les médias, eh ben, il va y avoir un basculement brusque côté militaire. Alors évidemment à l'avantage des Russes. Et n'oublions pas, pour la première fois depuis le début de la guerre, l'utilisation de plus en plus massive de l'aviation russe. Chose qu'il se restreignait avant du fait des systèmes antiaériens ukrainiens qui étaient très importants au début de la guerre. Alors il se restreignait bien sûr pour épargner au maximum les Ukrainiens et les infrastructures ukrainiennes, mais maintenant ils se restreignent plus, bien évidemment. La guerre étant allée bien trop loin. Là maintenant, évidemment, ils ne peuvent plus se permettre d'aller par petites touches. C'est plus possible depuis des mois. Donc oui, ils vont bombarder, mais ils vont bombarder tout de même là où il y a des forces militaires ukrainiennes. Alors oui, cela peut être dans des immeubles habités civils, car n'oublions pas que les néo-nazis et le gouvernement ukrainien, depuis le tout début de la guerre, depuis le 24 février, n'hésitent pas à mettre leur quartier général dans des immeubles d'habitation, à côté d'écoles maternelles, à côté ou dans des supermarchés. Et oui, ils n'hésitent pas, dans des hôpitaux même, comme ce fut le cas, dans des théâtres. N'oublions pas le théâtre de Mariupol. Voilà. N'oublions pas l'hôpital de Mariupol. Voilà. N'oublions pas tout ça. Donc oui, effectivement, maintenant c'est une guerre. Maintenant c'est une guerre contre les États-Unis, bien sûr, et pas contre les Ukrainiens eux-mêmes. Les Russes ne bombardent pas des cibles civiles pour dire regardez, on fait la terreur, comme cela est dit dans les médias. Puisque dans les médias, on vous dit ils bombardent des immeubles civils pour créer la terreur en Ukraine. Évidemment, vous savez très bien que tout ça est archi faux. Vous le savez très bien. Voilà. Donc tout va se précipiter, et ensuite, bon, moi, d'après les rapports que j'ai, apparemment, le ministère de la Défense russe aurait, pour une fois, là, je l'ai entendu, des velléités de prendre l'oblast de Mykolaïev et d'Odessa. Bon, à prendre avec des pincettes parce que moi, j'y crois pas encore à 100% parce que il n'y a rien d'officiel là-dedans. Voilà. Donc l'Occident, dans sa grande stupidité, dans sa grande cupidité, pour toucher les finances de l'Union européenne à la reconstruction et pour le pétrole, car oui, j'ai vu des documents qui montraient que en fait, les États-Unis faisaient aussi tout ça pour prendre les ressources céréalières et de pétrole de l'Ukraine. Oui, j'ai les preuves. Voilà. Et en relation avec Bill Gates et sa fondation, Bill et Melinda Gates, et ainsi qu'avec le soutien de BlackRock. Voilà. Donc, voilà. Donc, vraiment, tout ce qu'on pensait arrive, comme d'habitude, évidemment. Et évidemment, ça va être au grand détriment de l'Union européenne et des États-Unis, parce que plus ils vont s'entêter, et bien plus l'armée russe va avancer et va prendre de territoire, comme je vous le dis maintenant depuis 7 ou 8 mois, parce que ça fait 1000 fois que je vous le dis ça, plus le temps passe, plus le temps joue pour les Russes, qui grignotent de plus en plus de territoire. Et l'Union européenne, les États-Unis et l'Ukraine s'effondrent de plus en plus, militairement et financièrement, voire même économiquement. Voilà.
Donc, faut pas oublier évidemment tous les rejets de négociations qui ont été faits par les Ukrainiens à cause de Boris Johnson côté anglais et puis des Russes. Hein, j'avais noté, ça avait commencé d'abord le 28 février 2022 en Biélorussie, puis le 7 mars toujours en Biélorussie et enfin le 10 mars en Turquie. Voilà, donc trois négociations majeures qui allaient être faites entre Zelensky et Vladimir Poutine et qui ont capoté à cause des États-Unis et de l'Angleterre. Voilà, faut pas l'oublier. Bon, j'en ai tellement parlé dans des précédentes vidéos, je vais pas y revenir. Voilà, bon, toutes ces négociations étaient torpillées par les États-Unis et l'Angleterre, ce qui a empêché que la guerre s'arrête. Et c'est à cause de, évidemment, des États-Unis et de l'Angleterre que la guerre a fini par devenir inarrêtable, hein, pourrait-on dire. Hein. Voilà. Et puis évidemment la grande offensive ukrainienne qui n'est qu'une farce, puisque évidemment, moi, alors ce n'est que mon avis, peut-être que je me trompe, mais l'état est tellement catastrophique, mais pour moi, il n'y aura pas de grande offensive ukrainienne. Encore une fois, peut-être que je me trompe, mais moi, tous les éléments que j'ai, c'est qu'ils sont tellement à la ramasse qu'ils peuvent rien faire. Donc là, dernièrement, ils font encore des petites offensives sur le Dniepr, ils font des offensives sur Kherson, sur Zaporojye, dans l'oblast de Zaporojye, mais à chaque fois, ils se font détruire. Donc voilà tout ce qu'ils sont capables de faire. Pour moi, tout ça n'est que de la communication. Je le dis hein, depuis des mois, dans tous mes points sur l'Ukraine, je vous le dis, c'est que de la communication tout ça. Mais en fait, militairement, pour moi, il ne va rien se passer. Et la victoire russe est inéluctable. Tout ça, c'est pour que les États-Unis disent, bah regardez, vous voyez, on a tout fait pour aider l'Ukraine, mais malgré tous nos efforts, ah, on est vraiment désolé, hein, on a perdu, on va laisser tomber l'Ukraine maintenant, parce qu'il faut tourner la page, il faut savoir tourner la page hein, aussi. Et on va refaire copain avec Vladimir Poutine. Je viens d'apprendre, allez, je vous annonce ça en scoop, que les deux plus grandes maisons d'assurance allemandes ont réassuré le Nord Stream 1 pour un montant, si je me souviens bien, de 450 millions de dollars. Peut-être je me trompe dans le montant, mais c'est dans ces eaux-là. Donc je sais qu'il y a Merrill Lynch et une autre grosse boîte d'assurance, une des plus grosses d'Allemagne, qui a assuré le Nord Stream 1. J'ai appris ça dans le magazine, dans le journal Reuters. Voilà. Donc tout ça, c'est des petits signes. C'est des petits signes de renormalisation, bon, lointaine avec la Russie. Peut-être encore une fois que je me trompe, que ça ne se fera pas et que ces signes-là sont des leurs. Mais bon, voilà. Moi, c'est ce que je pense. Mais en attendant, voilà, cette guerre a déjà fait environ 300 000 morts. Ça, c'est mon estimation personnelle côté ukrainien. Environ 21 000 morts, 20 000, 22 000 maximum côté russe. Ça aura coûté à l'Occident, c'est-à-dire l'Union européenne, mais surtout aux États-Unis, plus de 200 milliards de dollars. Ouais, faut pas l'oublier. Environ, environ l'Union européenne aurait donné environ 40 milliards de dollars et les États-Unis auraient donné environ 160 milliards de dollars depuis le début de la guerre. Pour un rien. Et tous ces morts ukrainiens, voilà. Bref, l'Ukraine sans la Russie, eh bien, ce serait devenu un énième jumeau de la Libye, de l'Irak et de la Syrie. Voilà, donc on verra bien, mais partout où les Américains passent, c'est le chaos, la mort et la destruction. Voilà. Bon, c'était ma grosse conclusion des informations générales. Maintenant, on va passer à la carte militaire. Voici la carte militaire. Pour ceux qui me suivent, vous voyez que la carte a changé puisque la précédente carte basée sur Google Maps est maintenant interdite au visionnage, quel que soit le VPN, l'adresse IP, l'ordinateur, j'ai essayé. Donc, car elle montrait trop les avancées russes, parce que j'avais pris cette carte-là, car elle était plus ou moins exacte, même si c'était une carte ukrainienne. Donc maintenant, il ne reste plus que la deuxième que j'avais
de secours, qui est celle que vous allez voir, qui est utilisée par certains gros youtubeurs. Cette carte-là est la plus utilisée pour montrer aux gens où en est la ligne de front. C'est la plus populaire. Je trouve que c'est la moins visible, mais il ne reste plus que celle-là en carte interactive sur Internet. À ma connaissance, bien sûr. Donc, bon, bah, on est obligé de prendre celle-là qui est bien sûr, encore une fois, fait par les forces armées ukrainiennes, toujours à garder en tête. Celle-là est beaucoup plus fausse que celle que j'avais l'habitude de vous présenter, puisque c'est la plus populaire. Comme c'est la plus populaire, eh bien évidemment, elle avantage outrageusement la ligne de front ukrainienne et désavantage donc outrageusement la ligne de front russe. Voilà, donc je voulais faire ce point avant de commencer. Donc là, vous pouvez voir la ligne de front avec là où il y a des bombardements. Vous pouvez voir qu'il y en a un peu partout. Mais j'ai envie de vous dire comme d'habitude. Et comme d'habitude, je vais démarrer par le sud. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il y a eu des attaques ukrainiennes, on va dire commando, qui ont essayé de s'installer sur les petits îlots qui sont sur le Dniepr, ici, donc dans l'oblast de Kherson, la ville de Kherson étant là. Elle est partagée en fait sur les deux rives, la ville de Kherson. La majorité de la ville de Kherson est sur la rive est, c'est-à-dire partie sud malgré tout. Donc il y a une tentative d'installation sur un des îlots, tentative complètement stupide avec 3 bateaux et environ 30 hommes. Ils sont installés sur un des îlots ici, je ne sais pas lequel, et ils ont été bombardés par l'artillerie juste après avoir été repérés par un drone russe. Bien évidemment, ça ne pouvait se terminer que comme ça. Parce qu'évidemment, là, tout est plat. On voit de loin, donc dès qu'il y a une installation sur un îlot, ça se voit énormément, d'autant plus que cette zone est extrêmement surveillée côté russe. C'était voué à l'échec. J'ai lu sur Telegram que c'était 30 soldats d'élite, en plus, morts pour un rien, bien évidemment, mais comme je vous l'ai déjà dit précédemment, dans les informations générales, tout ça participe à la com'. Bien évidemment, la vie ukrainienne ne compte absolument pour rien, comme c'est le cas depuis le début de la guerre. Je vous rappelle qu'en réalité, on estime le nombre de morts de soldats ukrainiens, là maintenant, entre 250 000 et 300 000, à peu près. Voilà. On continue. Donc là, on peut voir ici, alors attendez que je la retrouve, voilà. Là, c'est la centrale d'Energodar. Alors, dans la zone de Zaporizhia, comme on peut le voir ici. Donc, la centrale d'Energodar, aussi centrale de Zaporizhia, donc, est renforcée par les Russes, puisque elle est à nouveau bombardée. Il y a eu un arrêt à un moment donné, là maintenant ça reprend. Donc les Russes renforcent, d'autant plus qu'ils s'attendent éventuellement à une action désespérée ukrainienne pour attaquer la centrale de Zaporizhia et faire un accident nucléaire, bien évidemment. Alors, là, il y a beaucoup d'activités militaires. Alors, à chaque fois, à chaque semaine, je vous présente ce point-là. Et c'est toujours au même endroit qu'il y a le plus d'activités, c'est-à-dire dans la zone de la ville d'Orerov. Orerov, c'est en russe, Oreriv en ukrainien. Donc voilà, donc cette zone très importante pour les Russes et les Ukrainiens, sachant que les Ukrainiens ont fait encore une fois une offensive ici. Et encore une fois, comme d'habitude, pour la milliardième fois, ils se sont fait détruire. Évidemment, puisqu'ils ne peuvent faire que ça. Alors, maintenant, on va aller vers la région de Donetsk, qui est la plus intéressante. Donc, sur Donetsk, comme on peut le voir ici, bon, bah, beaucoup de combats, bien évidemment.
Mais là où il y a le plus de combats dans la région de Donetsk, c'est sur Ougledar, qui est ici. Alors encore une fois, je vous rappelle que la carte est complètement fausse, mais alors vraiment, c'est vraiment abusé. En fait, les Russes sont ici, hein, tout ça, ça devrait être rouge. Et Ougledar, comme il n'y a plus de défense antiaérienne, eh bien, elle est énormément bombardée par les Russes. Dernièrement, il y a eu de très très gros dégâts. Et les Russes bombardent principalement les zones militaires, on va dire, où il y a des étages. Et en fait, la petite nouvelle amusante, entre guillemets, c'est que les Ukrainiens, pour éviter que les Russes s'installent sur les immeubles à 9 étages, eh bien, l'armée ukrainienne détruit ces immeubles à 9 étages afin d'éviter que les Russes s'en emparent et aient un point de vue en hauteur. Donc ils détruisent eux-mêmes des barres d'immeubles de 9 étages, les Ukrainiens. Voilà. Alors, parce que évidemment, les Ukrainiens occupaient les immeubles où il y avait le plus d'étages pour avoir une vue d'ensemble, puisque c'est très très plat, hein, ces zones-là. Voilà, alors, bien sûr, là, on a Marinka. Marinka, bon, bah, ça y est, là, je vous disais qu'il n'y avait plus que la banlieue ouest qui résistait. La ville a été prise, bien entendu. Donc, la banlieue ouest, bah, résiste toujours, hein, elle résiste toujours. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de bombardements sur Malinka, les attaques se font au fusil d'assaut, puisque de toute manière, comme la majorité de la ville a été prise, quoi, en comptant la banlieue, hein. Maintenant, bah, il n'y a plus besoin de bombarder, maintenant c'est bloc par bloc, hein, que ça se passe. Donetsk est à nouveau bombardé, hein. Il y a eu un long arrêt de bombardement sur Donetsk il y a quelques temps, maintenant ça fait 2-3 semaines que ça reprend les bombardements sur Donetsk, mais ils sont extrêmement ciblés. Ça fait quelques morts quand même, bien évidemment, mais évidemment, comme depuis 8 ans, Donetsk, à chaque fois qu'elle est bombardée, c'est uniquement des endroits civils, puisqu'il n'y a aucun emplacement militaire sur Donetsk. Il n'y en a jamais eu. Les emplacements militaires de Donetsk sont autour de la ville de Donetsk. Donc depuis toutes ces années, la ville est bombardée, mais ça tombe sur des immeubles civils, des écoles, des supermarchés, c'est des bus même. Donc ils tirent au pif, hein, dans la ville, les Ukrainiens. Alors les tirs viennent d'ici, hein, pour information. Voilà, ça vient de cette ville-là. Alors c'est pas la première fois, je vous en avais déjà parlé. Ça vient de cette zone-là, hein. Voilà. Alors, bien sûr, Avdiivka, donc Avdiivka, première ville qui a été bombardée par les bombes d'une tonne 5, Avdiivka lourdement bombardée, donc, et ça n'arrête pas d'ailleurs, hein, c'est comme Ougledar. Alors évidemment, là c'est archi faux, là les Russes referment la pince, on va dire que tout ça, en fait, c'est rouge. Là, en fait, la route, elle a été prise déjà, donc il y a plus de points de ravitaillement concernant Avdiivka. Alors c'était pas le cas la semaine dernière encore, ils pouvaient encore emprunter cette route. Là c'est plus le cas, la route est complètement bloquée. La pince se referme, alors elle se referme par le nord, pas par le sud, elle se referme par le nord, comme ça. Voilà, donc encore une fois la carte est archi fausse. Toute cette zone-là en fait est rouge, hein. Toute cette zone-là, et ça prend la route aussi. Avdiivka, sauf les petites routes secondaires, les sentiers, les champs, il n'y a plus de moyens de ravitaillement d'Avdiivka sur des routes dignes de ce nom. C'est fini. Voilà. Alors, bah, évidemment, on va parler de Bakhmut. Donc, Bakhmut, c'est plus au nord. Alors, attendez, il faut que je retrouve. Voilà, c'est là, j'ai pas l'habitude, hein, c'est la première fois que j'ai cette carte, donc faut que je m'habitue. Voilà, donc là on a Bakhmut, donc évidemment attaque au sol, normal, fusil d'assaut et bombardement. Alors là, archi faux évidemment, parce que là vous voyez, là, cette fameuse route là, dont on parle à la télé,
Les Russes sont ici, hein. Ils sont ici. En réalité, la route, elle a été prise, hein. Voilà. Donc ils sont ici. Et là, au sud, ils sont plutôt vers ce point-là. Voilà. Mais faut pas oublier qu'il reste presque rien de la ville de Bakhmout. Donc la ville de Bakhmout, hein, c'est ici, hein, vous voyez les petits pointillés. Là, vous avez Aviskier, qui est ici, qui est bombardé. Chassivial, ici. Voilà. Donc là, il n'y a plus de moyens de ravitaillement de Bakhmout. En fait, il ne reste plus que ça côté ukrainien en réalité. Il ne reste plus que ça. Tout le reste, c'est rouge. Il n'y a plus de moyens de ravitaillement pour Bakhmout depuis la semaine dernière. Là, c'est la fameuse route, hein, qui va jusque-là. Donc, les Russes l'ont prise, hein. Donc, en fait, les Russes ont... Voilà, la frontière, c'est ça. Pour Bakhmout même. C'est-à-dire la fameuse route dont tout le monde parle, elle est là. Et en fait, les Russes sont là. Voilà. Côté droit, hein. Droit de la petite main. Voilà, ça fait ça à peu près. Donc les Ukrainiens sont ici. Ils n'ont plus que ça. Hein, faut pas oublier qu'aux dernières nouvelles, les Ukrainiens, ils auraient plus que 7,3% de la ville de Bakhmout. Voilà. Et ça, les Russes sont ici, en fait. Ici. Ils n'ont pas bougé, hein, par rapport à là. Voilà. Donc Bakhmout, bah, ça chauffe évidemment. Euh, par, ex- Par contre, pour le nord, pas grand chose à dire. Je peux juste vous dire que les zones les plus importantes, c'est Siversk, ici. Siversk, ici, comme je vous le dis à chaque fois. Là, c'est la zone, comme vous pouvez le voir, de Kleminaya, ici. Alors évidemment, la carte est archi fausse, puisqu'ils sont bien plus avancés. Donc, c'est les zones les plus importantes vers le nord, c'est Siversk, bien sûr. Et plus loin au nord, Kupiansk. Voilà, comme je vous parle à chaque fois. Sachant que les Russes, en fait, ont tout ça déjà. Ils ont tout ça, en réalité, et ils sont à la frontière de Kupiansk. Alors, ça avance pas, hein. Sur le reste de la ligne de front, ça avance pas. Là où ça avance, les Russes grignotent, c'est sur Siversk, mais très lentement. Bakhmout aussi, très lentement. Et ça, c'est voulu, je vous l'ai déjà dit, hein. Bakhmout, c'est voulu puisque c'est là que se jettent toutes les forces ukrainiennes, de toute l'Ukraine, pour alimenter le hachoir à viande, comme dit Prigogine. Donc c'est une guerre d'attrition, ça a été créé et voulu par le général Soulovikine. C'est lui qui a créé la guerre d'attrition en Ukraine. Et donc c'est fait exprès que les Russes n'avancent pas sur Bakhmout, maintenant c'est officiel, afin que les forces ukrainiennes soient décimées petit à petit, et ça a parfaitement marché depuis des mois et des mois. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la ligne de front avec cette nouvelle carte. Donc comme vous avez pu voir que je ne maîtrise pas encore totalement, hein, puisque je viens de la voir il y a quoi, il y a 1 heure et demie à peu près. Mais enfin, voilà, j'espère que cette carte-là ne sera pas elle-même supprimée, car elle représenterait un peu trop la réalité au bout d'un moment. Je ne sais pas, on verra bien. En tous les cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Voilà, c'est fini sur le point sur l'Ukraine du 30 avril 2023. Encore une fois, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, même juste pour dire un merci, et éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci beaucoup de votre soutien, Analyse du Monde, et toujours, soyez curieux.